Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne qui dit du bien d'Haïti. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vous ramène au début des années 60 et plus précisément en 1963. Aux États-Unis, le président Kennedy vient d'arriver au pouvoir et lance l'Alliance pour le progrès afin de lutter contre le communisme. Dans les Caraïbes, l'ancienne île d'Hispaniola est dirigée par deux dirigeants qui sont diamétralement opposés. En Haïti, vous avez François Duvalier, qui est un sanguinaire, et de l'autre côté, en République dominicaine, Juan Bosch, qui est un président progressiste. Les Américains doivent faire un choix en cette année 1963. Quel sera ce choix? Vous allez voir que dans cette émission, nous allons apprendre tant pour le passé que pour le futur, et surtout nous allons apprendre une leçon vitale dans les relations internationales. Le chiffre maudit pour François Duvalier est le 35. Celui du 35e président américain qui jure de faire tomber son régime. Le mépris de John Fitzgerald Kennedy pour le dictateur haïtien est sans doute sincère. Lorsqu'il arrive à la présidence américaine le 20 janvier 1961, cela fait 4 ans que François Duvalier est à la tête du pouvoir haïtien. Un mandat de 6 ans qui arrivera à terme en 1963. Kennedy veut qu'il quitte le pouvoir à l'issue de son mandat. Duvalier, lui, cherche à assurer la pérennité de son pouvoir. Un bras de fer commence alors entre le président haïtien et le nouveau pensionnaire de la Maison-Blanche. Un bras de fer qui sera arbitré par deux autres chefs d'État de la région. Romulo Betancourt au Venezuela et surtout Juan Bosch, fraîchement élu lors des premières élections libres de l'histoire de la République dominicaine. Le deuxième chiffre de cette histoire est 1963, date de l'échéance du mandat légal de François Duvalier aux yeux de la Constitution haïtienne du 19 décembre 1957. Kennedy n'en démord pas. Duvalier doit partir le 15 mai 1963. Betancourt et Bosch sont d'accord avec lui. Bien que son mandat soit marqué par la guerre froide et le bras de fer avec Nikita Khrouchtchev et la présence des missiles à Cuba, événement qui a failli conduire à la Troisième Guerre mondiale, Kennedy croit à la coexistence pacifique entre les deux blocs. À ce propos, il est à l'initiative du Corps de la paix, le 1er mars 1961. Le Corps de la paix est une organisation indépendante du gouvernement des États-Unis qui a pour mission de favoriser la paix et l'amitié dans le monde, et plus particulièrement auprès des pays en développement comme Haïti, le Venezuela ou encore la République dominicaine. Kennedy est également à l'initiative de l'Alliance pour le progrès dès le 17 août 1961, lors de la conférence interaméricaine de l'Organisation des États américains, l'OEA, réunie à Punta del Este en Uruguay afin de renforcer la coopération entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Un système d'aide financière piloté par l'OEA dans le but de dynamiser le développement économique et social de l'Amérique latine. L'Alliance pour le progrès est avant tout un outil de lutte contre le communisme. L'idée de Kennedy est la suivante. En favorisant le progrès dans la région, on supprime les conditions sociales et politiques d'émergence du communisme. On réduit l'influence des mouvements sociaux. La prise du pouvoir de Fidel Castro à Cuba en 1959 est là pour le rappeler. L'Alliance pour le progrès, qui inclut tous les pays membres du continent, à l'exception de Cuba justement, s'inscrit donc dans une forme de stratégie d'endiguement du communisme sur le continent américain. L'organisation fixe ses objectifs: croissance économique, gouvernement démocratique, lutte contre l'illettrisme, stabilité des prix, réforme agraire, meilleure distribution des revenus, etc. Il ne faut surtout pas oublier que l'Alliance pour le progrès est un panaméricanisme politique, économique, commercial,
totalement contrôlée par les États-Unis qui limite la marge de manœuvre des chefs d'État, mais aussi des acteurs économiques de ces pays. La doctrine Kennedy laisse une place prépondérante à l'économie et au développement au service d'un comportement électoral et politique. En effet, il faut noter la création en septembre 1961 de la Foreign Assistance Act, acte d'assistance étrangère, une sorte de plan Marshall qui réorganise les programmes d'assistance et permet la remise sur pied des économies de la région. Enfin, c'est aussi Kennedy qui, en novembre 1961, crée l'Agence des États-Unis pour le développement international, l'USAID, une organisation qui aujourd'hui encore joue un rôle important de contrôle sur les choix politiques dans la région. C'est dans cet ordre d'idées que l'administration Kennedy condamne le coup d'État du 18 juillet 1962, orchestré au Pérou par le général Ricardo Pérez Godoy contre le président Manuel Prado Ugarteche. De même, son administration rompt les relations diplomatiques avec le Honduras après le coup d'État orchestré par la junte militaire du général Osvaldo López Orellano contre le démocrate Modesto Rodas Alvarado en octobre 1963. Enfin, bien qu'il ait peu d'estime pour Juan Bosch qu'il croit capable d'être radical, il soutient le processus démocratique entamé en République dominicaine. Du moins, il ne le condamne pas. Pas tout de suite, en tout cas. Alors, on comprend qu'il veuille à tout prix que François Duvalier respecte l'alternance politique en Haïti. Le colonel Magloire, élu président en 1950, est poussé à la démission le 6 décembre 1956 par des manifestations populaires. 5 gouvernements provisoires se succèdent en quelques mois. Puis, le général Quebro organise une élection présidentielle le 22 septembre 1957 qui permet à François Duvalier de devenir président de la République. Une nouvelle constitution est alors approuvée le 19 décembre 1957. C'est l'article 87 qui règle cette question de manière non équivoque. La durée du mandat présidentiel est de 6 ans, et cette période commencera et se terminera le 15 mai sans qu'il soit possible au chef du pouvoir exécutif de continuer à exercer ses fonctions un jour de plus. S'il est élu pour remplir une vacance, il entre en fonction dès son élection et son mandat est censé commencer depuis le 15 mai précédant la date de son élection, et le terme constitutionnel prend fin même si la 6e année de son mandat n'est pas entièrement révolue. Dès lors, elle interdit la réélection du président de la République puisqu'elle situe la fin de son mandat à une date précise et qu'elle ne prévoit pas le renouvellement. Connaissant l'existence de cet article 87, Kennedy s'attend à voir Duvalier quitter le pouvoir le 15 mai 1963. Mais Duvalier n'a pas l'intention de partir. Son argument, la lettre de la Constitution, tombe automatiquement face à la souveraineté populaire. Cela signifie que c'est le peuple qui demande que son mandat soit prolongé. Lorsqu'il arrive au pouvoir en janvier 1961, Kennedy sait à qui il a affaire. Duvalier vient de manipuler le système constitutionnel haïtien au nez et à la barbe de son prédécesseur, Dwight David Eisenhower, qui a fait semblant de ne rien voir et de ne rien comprendre. En effet, dès le 31 juillet 1958, il instaure l'état de siège et exige du Parlement l'autorisation de gouverner par décret. Pour ce faire, il exerce un chantage sur l'administration Eisenhower, matérialisé par le discours du 25 juin 1960, communément appelé le cri de Jacmel. Lors de ce discours, Duvalier menace ouvertement les Américains de changer de camp, en criant ceci: « Nous sommes arrivés au bout de nos sacrifices. Le point de rupture est atteint. » C'est alors qu'il dit ces phrases qui font vaciller les Américains. Si, en dépit des allégeances et de ses témoignages d'appartenance et d'amitié, il est rejeté par l'Ouest, il devient logique et même légitime qu'un leader du tiers-monde se tourne vers l'Est, qui garde toujours les bras tendus pour l'accueil fraternel. Pour s'assurer que le message est bien passé, François Duvalier fait parvenir une copie de son discours à Gerald Drew,
l'ambassadeur américain à Port-au-Prince. Alors, on l'aide financièrement. On le laisse investir dans son système de terreur. On le laisse modifier à sa guise le système constitutionnel. C'est ainsi qu'il dissout le Parlement le 8 avril 1961. Enfin, le 30 avril 1961, sous couvert d'élections législatives, François Duvalier organise un référendum qui va lui permettre de rester au pouvoir jusqu'en 1967. Et comme le pouvoir a déjà muselé toute opposition, certains adversaires politiques s'y opposent, mais sont emprisonnés, condamnés à l'exil ou alors assassinés. Dès lors, le résultat est sans surprise, avec 100% des bulletins en faveur de cette modification constitutionnelle. Un plébiscite pour le Parti de l'Unité nationale. Carlo Desinor nous explique ce subterfuge. Organisant, en 1961, des élections législatives pour le renouvellement du Parlement, en l'occurrence, une chambre unique de députés, selon le vœu de la Constitution, le président fait imprimer son nom sur tous les bulletins de vote, sans exception, de sorte que les résultats fussent interprétés dans le sens d'un plébiscite national. François Duvalier, en bon génie du mal, en maître absolu de la magouille politique, sème ainsi la confusion dans la tête de la population qui se pose désormais la question suivante. Son second mandat court-il à partir du pseudo-plébiscite ou encore à l'issue du premier? Dans un cas, il court jusqu'en 1967. Dans l'autre, il va jusqu'en 1969. Eh bien, ce n'est pas pareil. 61 plus 6 égale 67, alors que 63 plus 6 égale 69. Or, Duvalier nous dit que 67 égale à 69 dans son univers politique. Kennedy, qui est bon en maths, n'est pas d'accord. Duvalier doit déguerpir le 15 mai 1963. Il propose une nouvelle équation. 63 plus 0 égale 63. Kennedy sent déjà que Duvalier n'a pas l'intention de partir un jour. Alors, il suspend l'aide à Haïti et plonge son économie dans la détresse. D'autant que Duvalier est en guerre ouverte contre l'Église catholique qui l'accuse de créer un État dans l'État. Dans la foulée, Duvalier renvoie la mission des officiers des institutions militaires des États-Unis et se fâche avec l'ambassadeur américain. Kennedy est comme les autres présidents américains. Il entend la menace que représente le communisme international. Il vient de sortir de la crise des missiles à Cuba, qui a failli virer en guerre effroyable à quelques kilomètres de ses côtes. Mais il ne veut pas de Duvalier. Il le compare à Rafael Leonidas Trujillo, le sanguinaire du pays voisin que les Américains ont soutenu pendant de longues décennies. Selon lui, des dictateurs aussi terre-à-terre que ces deux-là font le terreau justement du communisme, comme ce fut le cas à Cuba avec Batista. Pour Kennedy, Duvalier c'est non. Même si dans la logique de la politique d'endiguement, il saisit la position stratégique d'Haïti au cœur de la Caraïbe. Il faut dire qu'il y a dans la région un chef d'État qui pèse de tout son poids sur les relations internationales. Son nom, Romulus Bettencourt, et sa doctrine inédite est suivie jusqu'à Washington. Voilà, ça est terminé pour la première partie de cette émission consacrée à ce bras de fer entre Duvalier et Kennedy. N'oubliez pas de continuer à vous abonner à cette chaîne, c'est pour moi très important. L'abonnement est gratuit, alors que pour moi, ça vaut de l'or. À tout de suite pour la deuxième partie.